Vous écoutez l'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication, présentée par Cogeco Média. Lundi 2 mars, il est 10h. Bon début de semaine de relâche. Vous écoutez Québec, c'est l'heure avec Emma Rose Guillotte et je suis comme toujours en compagnie de Mathis Barbouchi, mon très cher co-animateur. Ah, on est bien en relâche. Qui est visiblement très content d'être en relâche. Oh oui, et j'ai hâte de vous en parler un peu plus tard dans mon segment Math Rattrape. Et Laetitia également qui est avec nous ce matin. Oui, et j'étais excitée d'arriver en studio parce que j'ai vu une nouvelle ce matin que je savais qu'elle allait vous plaire à vous deux. Aujourd'hui, Ah ouais? c'est la fête de Luc Plamondon. Ah ben, il est venu le temps des cathédrales. Wow, la chanson. Notre chanson de karaoké de à Emma Rose et prédilection. moi. 9h30, 10h dans n'importe quel bar de karaoké proche d'ici. Et quel âge il a aujourd'hui? 84 ans. Bon, ben, bonne excuse pour se claquer Bonne tous les fête, Luc albums Plamondon. Bonne de fête à lui. Starmania et Notre-Dame de Paris. Laetitia, tu as assisté à un point de presse aujourd'hui, une nouvelle de dernière heure. Oui, Bernard Drinville quittera son poste au sein de la CAQ à la fin des prochaines élections. J'ai pu assister à son point de presse ce matin. Je vous en dis plus dans quelques minutes. Parfait. Et petit imprévu aujourd'hui, la messagerie texte au 25226 ne fonctionne pas. Elle était ouverte ce matin depuis 8 heures, donc on a pu accumuler quelques messages déjà. Mais textez-nous sur notre page Instagram Québec, c'est l'heure. Plus de mises à jour à venir. Et l'équipe de techniciens qui travaille très fort en ce moment, on envoie des bonnes énergies. Donc, vous pouvez expliquer, pour le segment Explique-moi Laetitia, vous pouvez poser vos questions sur l'actualité à Laetitia qui va y répondre dans quelques instants. Oui, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram qui est disponible également sur nos réseaux sociaux. Mathis, on a souvent fait de la route ensemble. Oui, c'est toujours plaisant. Quand tu conduis, Hey. c'est toujours bien attaché. Hey, franchement! Bon, là, je voulais pas parler de mes aptitudes de conduite, Ah non. mais plus de ma voiture qui vaut pas des millions, évidemment, Non, définitivement Hey, pas. non, là, ça au moins, les suffit. ceintures fonctionnent. Les ceintures fonctionnent. et qui ne pourrait certainement pas se retrouver à l'International de l'Auto de Québec, qui se tiendra du 3 au 8 mars cette semaine au Centre de Foire. Un lot de voitures d'une valeur près de 14 millions de dollars Hey, c'est s'y fou, trouve. ça. C'est fou. Donc, pour les amateurs de voitures, mais aussi pour les curieux, c'est une belle activité de relâche à faire. On compte ici 300 voitures et plus de 35 marques différentes qui seront sur place. Et les prix, ça tourne autour de 20 $ pour un billet d'admission générale, mais ils ont plein de forfaits aussi, là, familial et tout ça. Donc, vous irez voir ça sur le site de l'International de l'Auto de Québec. Hey, c'est quand même une expérience là, qu'on peut pas vivre souvent. Là. Autant de voitures qui valent autant cher. C'est pas ma Nissan Leaf là, qui se retrouverait là, Non. c'est sûr, au prix que Ni la je l'ai mienne. acheté. Là. Et vous, à l'écoute, est-ce que vous comptez y aller ou vous avez autre chose de prévu pour la relâche? On attend votre message sur notre page Instagram, je le rappelle. Avant de retrouver Laetitia, un petit mot pour vous dire de mettre vos tucs et vos foulards aujourd'hui parce qu'on ne s'échappe pas facilement du froid. Un maximum de moins 10 degrés est attendu en fin de journée. Mais bonne nouvelle, on attend du soleil en après-midi avec un moins 12 degrés. Et actuellement à Québec, il fait moins 16 degrés. Donc, comme d'habitude, on a recensé les questions des auditeurs qui sont revenus le plus souvent dans notre boîte à texte. Laetitia, je te lance la première question de l'auditoire. Explique-moi, Laetitia, dit Nathalie de Port-Neuf, est-ce que le prix de l'essence va augmenter à cause de la guerre en Iran? Mais déjà, c'est une nouvelle omniprésente en ce moment, donc ça m'étonne pas que vous ayez été nombreux à se poser des questions sur le sujet. La guerre a éclaté cette fin de semaine après une série de frappes américaines et israéliennes contre des cibles stratégiques en Iran, présentées comme une réponse à des menaces sécuritaires croissantes dans la région. L'Iran a ensuite riposté, ce qui a rapidement fait monter les tensions et élargi le conflit au Moyen-Orient. À chaque crise au Moyen-Orient, on craint une augmentation du prix de l'essence. Cette fois-ci, le risque est bien réel. Ce matin, le prix du baril était de 79,41 $ américains, une augmentation de 9 % en seulement une journée. Quand même. Et si le prix des barils se rend à 100 $, ça représenterait pour nous 20 à 30 cents de plus le litre, un équivalent d'environ 15 $ de plus par plein en moyenne. Et là, c'est quoi qui cause cette hausse de prix?
Mais contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas parce que l'Iran est un grand producteur de pétrole. Le vrai enjeu, c'est le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est un passage stratégique par où transite un baril sur 5 dans le monde. C'est 21 millions de barils par jour. S'il est perturbé, l'offre de barils diminue et les prix explosent. En fin de semaine, 2 pétroliers ont été touchés par des missiles. Des dizaines de navires se sont immobilisés à l'entrée du détroit en attendant de savoir si c'était sécuritaire de passer. Même sans fermeture totale, les perturbations pourraient coûter cher. Et c'est pas juste l'essence qui pourrait être affectée. Les transports, l'épicerie, les billets d'avion, tout peut coûter plus cher. Et si le conflit s'éternise, l'impact pourrait vite se faire sentir sur nos portefeuilles. Explique-moi, Laetitia, dit Martin de Limoilou, pourquoi Hydro-Québec n'a pas le droit d'avoir accès au site d'enfouissement? Alors, Martin, j'imagine que tu fais référence aux nouvelles de dernière heure qui concernaient Hydro-Québec et leur sac de déchets d'amiante, mais c'est pas tout à fait qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès au site d'enfouissement. Donc, pour donner plus de contexte, une trentaine de sacs qui contiennent des déchets d'amiante provenant d'Hydro-Québec ont été déposés à ciel ouvert au dépotoir Radisson à la baie James. Et peux-tu, pour moi et pour les auditeurs, nous rappeler c'est quoi de l'amiante exactement? L'amiante, c'est un groupe de minéraux fibreux qui est majoritairement utilisé en construction, notamment pour l'isolation. C'est une matière extrêmement toxique et dangereuse si ces fibres se retrouvent dans l'air. Donc, on comprend l'envergure de la situation. Selon la réglementation québécoise, les déchets d'amiante doivent être enterrés immédiatement quand ils sont livrés sur le site d'enfouissement. Mais dans une enquête publiée par Le Soleil ce matin, des photos montrant des sacs laissés au sol, mélangés aux ordures, et il y en avait même un qui était déchiré, donc ouvert. Et est-ce que Hydro-Québec s'est prononcé sur le sujet? La société d'État a affirmé que tout était conforme et que les sacs étaient sécurisés en attendant d'être recouverts quand le sol va dégeler. L'opposition en environnement, elle, parle d'une situation déplorable et réclame une intervention rapide du ministère. Pour les citoyens, ça signifie quand même un danger pour la santé publique, une baisse de confiance en Hydro-Québec, qui est évidemment une société d'État, et ça soulève aussi un enjeu plus large de gestion de déchets dans le Nord québécois. Merci Laetitia. Au plaisir. On laisse évidemment la boîte à texte sur notre page Instagram. Je rappelle que le 25226, notre messagerie texte ne fonctionne pas aujourd'hui, donc allez sur Instagram pour continuer à poser vos questions à Laetitia. Parlant de Hydro-Québec, avant de rentrer en ondes, Mathis et moi, on a eu un petit débat sur le pouvoir de cette société d'État-là. Parce que samedi, Le Soleil rapportait qu'à Kinnears Mills, un petit village près de Thetford Mines, une entrepreneur et sa famille ont décidé d'ouvrir une terre agricole. Mais là, ils apprennent qu'Hydro-Québec va faire passer à travers leur terrain une ligne d'haute tension qui les menace évidemment, et leur production aussi. Et comme bien d'autres propriétaires de terres agricoles et forestières de Chaudière-Appalaches, protestation il y a. Et là, je les comprends. Moi, je dois vous dire, je comprends toute la communauté, tout le village qui se fâche à propos de ça, parce que ça n'a juste pas d'allure de leur faire subir ça quand ils n'ont rien demandé. Imaginez, là, tu mets autant de travail dans une terre, tu mets du temps, tu mets de l'argent, beaucoup d'argent dans un projet comme ça, et là, il y a juste Hydro-Québec qui vient te dire que, ben non, tu dois tout jeter à l'eau, puis ben ta fille qui voulait emménager avec ses enfants bientôt pour pouvoir créer comme une ferme familière ou des terres familières, ben c'est fini, là. Je comprends, Mathis, mais on s'entend qu'il y a un enjeu énergétique au Québec. On a besoin de ces lignes-là, on va manquer d'énergie sous peu. Hydro-Québec, c'est une entreprise d'État. On ne peut pas réaliser des projets collectifs si tout le monde a droit à son veto. Oui, mais à Kinnears Mills, là, ils produisent plus d'électricité qu'ils en consomment. Donc, je pense pas qu'eux, on peut les critiquer de pas faire leur partie parce que c'est pas à cause d'eux qu'on a besoin d'ajouter des lignes de haute tension. Je les critique pas, c'est juste que comme société d'État, Hydro-Québec a le devoir d'amener de l'énergie partout. Ça appartient à tout le monde. Et si tout le monde dit « Ah, pas dans ma cour », ben on est aussi bien de fermer Hydro-Québec, puis chacun se débrouille. Et je tiens à rappeler qu'au Québec, on a accès à une énergie verte à un coût raisonnable parce que collectivement, on sait donner Hydro-Québec. Oui, et je suis conscient, là, on est chanceux de l'avoir, cette énergie-là, puis ça vient avec des sacrifices, là, j'en suis très, très conscient. Mais le minimum, ça serait au moins qu'Hydro-Québec en discute pour de vrai avec ces municipalités-là qui seraient affectées par la ligne de haute tension. Puis, selon les citoyens et le maire de Kinnears Mills, c'est pas le cas en ce moment, et les discussions vont vraiment juste d'un côté. Je comprends, mais là, Hydro-Québec, dans l'article du Soleil, ça dit qu'ils affirment avoir analysé plusieurs options et les tracés proposés à Kinnears Mills, c'est ceux qui auraient le moins d'impact. Donc, c'est un projet nécessaire pour la transition énergétique
du Québec. Et là, contourner Kenner's Mills, non seulement on déplace le problème ailleurs, mais on l'amplifie parce que ça touchera encore plus de monde. Donc, je comprends ici le besoin de communauté, mais il y a aussi un besoin de collectivité. Au moins, là, j'ai envie de défendre. Au moins, ici. ils se mobilisent. Puis, malheureusement, les régions ont souvent besoin de se mobiliser entre eux parce que le gouvernement, on dirait qu'il les oublie. Fait qu'au moins, ça crée un beau petit un sens de communauté. Et j'espère qu'au moins Hydro-Québec va pouvoir travailler un peu plus 100%. de près avec eux. Et la mobilisation citoyenne aussi, on s'entend que c'est très important. Là, et ça en prend. Donc, quand même, chapeau à ces communautés-là qui se défendent. Mais là, qu'est-ce que Hydro-Québec aurait pu faire de mieux en termes de communication, en termes de, je sais pas, de dédommagement pour les gens impactés? Textez-nous là, sur Instagram, sur notre page Québec, c'est l'heure. On veut connaître votre opinion concernant le sujet. Laetitia, nouvelle de dernière heure. Plus tôt aujourd'hui, tu as assisté à un point de presse par Bernard Drainville, comme quoi il a affirmé qu'il quitterait la vie politique après la prochaine élection. Effectivement, je vous laisse l'écouter. Il n'y a pas 1000 façons de dire ça. Croyez-moi, j'ai beaucoup réfléchi et au terme de ma réflexion, j'en viens à la conclusion que je suis peut-être plus l'homme de la situation. Donc, J'annonce donc que je me rallie à ma collègue Christine Fréchette et par conséquent, je quitterai mon poste au sein du gouvernement après l'élection. Donc, Laetitia, explique-nous pourquoi cette décision soudaine? Mais il pensait que le départ de Legault allait mener la CAQ vers une ère de changement et de nouveautés, ce en quoi il croit encore, mais aujourd'hui, il a affirmé que Christine Fréchette était la meilleure option pour amener ce changement. On l'écoute. Je croyais sincèrement que le départ de François Legault allait amener la CAQ, notre belle famille politique, vers une ère de changement et de nouveautés. J'y crois encore profondément à la troisième voie. Et j'en viens à la certitude que Christine peut incarner le changement, qu'elle mène une excellente campagne et qu'elle a de très forts appuis sur le terrain, comme j'en avais aussi. J'ai eu l'opportunité de parler à l'attaché de presse de M. Drainville et je lui ai demandé d'où venait cet accord soudain, ce soutien soudain envers celle qui était jusqu'à ce matin la concurrente principale de M. Drainville. La réponse que j'ai eue est que le député de Lévis ne soutient pas nécessairement Christine Fréchette, mais plutôt la CAQ en soi. Il prône l'unité du parti et il estime que Christine Fréchette est celle qui le représentera le mieux. Ceux et celles qui appuyaient Drainville sont apparemment d'accord aussi. Il a aussi fait un bref bilan de son travail à la CAQ. Il a affirmé savoir qu'il n'a pas toujours fait l'unanimité autant auprès de la population qu'auprès de ses collègues. Oui, ça c'est le cas de le dire. Mais il a garanti être resté vrai ou droit dans ses bottes pour le citer. Pour le député de Lévis, le service public est plus important que tout, même ses convictions personnelles. Il veut finir son mandat avec la CAQ pour servir les citoyens de Lévis jusqu'à la fin et, comme en 2016, il affirme avoir besoin de redéfinir son engagement dans le service public, peut-être à la radio ou les médias. Ouais. Il ne le sait pas encore, mais il avait besoin de changements dans sa vie. Par contre, il a tenu à préciser qu'il ne quittait pas pour des raisons familiales, quoiqu'il était bien heureux de pouvoir les retrouver et de passer plus de temps avec eux. OK. Mais c'est sûr que là, il y a certains partisans qui doivent avoir beaucoup de déceptions en ce moment. Là. C'est sûr que... Ouais, puis est-ce qu'on peut presque confirmer que c'est bye-bye le troisième lien? En fait, dans son point de presse, il a quand même tenu à préciser qu'il croyait encore en la troisième voie, mais après, reste à voir s'il pourra convaincre Christine Fréchette. Bon. Merci Laetitia. Et pour vous, à l'écoute, est-ce que ça change votre avis sur les prochaines élections et le futur de la CAQ? Écrivez-nous sur notre page Instagram Québec, c'est l'heure. On rappelle que la messagerie texte ne fonctionne pas pour l'instant. Donc, c'est sur Instagram que ça se passe. En attendant, on vous a demandé en début d'émission, c'est quoi vos plans pour la relâche? Oui. Mathis, as-tu envie de nous en lire une? Ben oui, puis c'est drôle là, de lire les noms sur Instagram. C'est un peu différent que d'habitude, puis j'ai un peu de la misère. Fait que je veux juste dire qu'une auditrice avec un nom spécial nous a dit qu'elle prévoit faire de la pêche blanche avec ses enfants à la base plein air de Sainte-Foy. Donc, de la petite pêche sur glace. C'est fun. C'est une belle activité. Puis, Ben oui. il fait froid, donc au moins, on est sûr que la glace va pas tomber, mais c'est vraiment une belle température en ce moment là, pour aller faire de la pêche sur Oui, glace. merci pour la réponse. Donc, continuez à nous écrire sur Instagram. Au retour, Elisabeth Fortin, coordonnatrice aux communications chez Moisson Québec, sera avec nous pour discuter d'insécurité alimentaire. Restez là. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présentée par Cogeco Média. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué. Il est présentement 10h16. Il fait toujours moins 16 degrés à Québec et vous écoutez Québec, c'est l'heure.
L'insécurité alimentaire est en voie de s'accentuer de 23,4 % d'ici 2028 au Québec, une statistique qui nous provient d'une étude commandée par les banques alimentaires du Québec qui lève présentement le drapeau rouge. La Banque alimentaire Moisson Québec vit présentement des inquiétudes par rapport à la hausse des demandes et on a avec nous cet avant-midi Elisabeth Fortin, coordonnatrice aux communications chez Moisson Québec pour en discuter. Madame Fortin, merci d'être avec nous. Bien, merci à vous de m'inviter. Alors, qu'est-ce qui explique la hausse des demandes? Plusieurs facteurs, là. On voit une hausse historique, en fait, depuis la pandémie. On l'a vu le moment qu'on a décidé de mettre le Québec sur pause. Les gens se sont retrouvés peut-être sans emploi. Donc, à ce moment-là, il y a une grande insécurité qui est apparue. Et on est passé de 35 000 personnes aidées par mois à 70 000 en dedans d'un mois seulement. Puis, quand la pandémie a terminé, on s'est dit, parfait, c'est derrière nous, tout va bien aller. Et là, l'inflation s'est invitée. Et là, on parle d'hausse de loyer, d'insécurité financière, l'épicerie de plus en plus chère. Donc, vraiment, de plus en plus de gens ont besoin d'avoir recours aux banques alimentaires, et notamment les personnes qui ont un emploi. Donc, c'est vraiment rendu inquiétant de notre côté. On est un peu là au bout de l'élastique en ce moment. Et c'est quoi la tranche d'âge qu'on retrouve le plus souvent, qui est le plus fréquent? Ça se promène beaucoup dans les différentes tranches d'âge. Une statistique qui me fait mal au cœur à chaque fois, c'est les enfants. On est à près de 40% des personnes aidées qui sont des enfants. On voit de plus en plus des familles là, avec deux parents qui ont un travail, puis c'est difficile pour eux d'y arriver, avec les dépenses aussi liées aux enfants, l'école, les fournitures scolaires, les vêtements. Donc vraiment, de plus en plus d'enfants. Oui, c'est sûr. Puis c'est quoi les types de demandes que vous recevez? C'est-tu plus un panier d'épicerie, des grandes tablées? En fait, souvent, les gens vont pas nécessairement avoir le choix de l'aide alimentaire qu'ils vont recevoir. Donc, ça va beaucoup par secteur. Donc, dans notre quartier, on va avoir une ressource d'aide alimentaire qui va avoir différentes manières de fonctionner. Parfois, ce sont des grandes tables avec plusieurs aliments. Les gens choisissent. Parfois, ce sont des paniers qui sont déjà préparés à l'avance par des bénévoles. À ce moment-là, on va l'adapter au foyer. Est-ce qu'on a des enfants ou pas? Est-ce qu'on a besoin de produits pour un bébé? Est-ce qu'on est halal, végétarien? Donc, tout ça va être pris en compte pour construire les paniers. Puis, parfois, ça va être des services d'aide alimentaire un peu plus précis qui vont répondre à d'autres problématiques. On pense à l'Aubrivière, bien, c'est pour les personnes itinérantes. Oui. On a aussi des centres d'hébergement pour des gens qui doivent quitter leur foyer. À ce moment-là, ça va plus être des repas. OK. Et là, vous avez mentionné les bénévoles. Il se passe quoi avec le personnel, justement? Le personnel en soi, des banques alimentaires puis des comptoirs alimentaires, les organismes de proximité, faut le dire, ils sont à bout de souffle. C'est sûr, c'est sûr. Imaginez, C'est ça fait maintenant presque 6 ans qu'on répond à 2 fois plus de demandes d'aide alimentaire toutes les semaines. Puis quand on pense à des très petits organismes qui sont portés par des bénévoles, bien, eux, ils n'ont pas signé pour ça. Mais non. Ils sont à la retraite. C'est vraiment difficile. On rajoute à ça les problématiques de santé mentale, l'itinérance, l'immigration qui prennent beaucoup plus de place. Donc, tout ça, bien, c'est difficile à gérer pour les organismes. Ils sont vraiment à bout de ressources. Puis on a beau leur donner toute la nourriture dont ils ont besoin, bien là, c'est les locaux, les ressources humaines, les congélateurs qui manquent. Même, ben oui, Ouais. c'est sûr. Ben justement, on a des auditeurs qui nous écrivent sur Instagram en ce moment, puis qui nous demandent c'est quoi les solutions, puis qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour aider là, concrètement, sans nécessairement être bénévole, ou est-ce qu'il y a des solutions pour devenir bénévole facilement? Ben oui, certainement. Chez Moisson Québec, on a toute l'information sur notre site web, dans la section bénévolat, mais également, vous pouvez aider là, auprès de votre organisme de quartier. Tous les organismes ont besoin. Sinon, si vous voulez faire une différence, on ne le dira jamais assez, chaque don est important. Chez Moisson Québec, avec 1 $, on redistribue 5 repas. Donc, vraiment, n'importe qui peut faire une belle différence dans sa communauté. Ouais. Puis sinon, ben, si vous n'avez pas d'argent, de lousse de votre côté, ben, n'hésitez pas à collecter des denrées. Il y en a qui mettent des boîtes dans leur milieu de travail, récupèrent les denrées de tout le monde, puis par la suite viennent nous les parter. Donc, vraiment, ce genre d'initiative-là fait vraiment la différence aussi. Vous collaborez avec d'autres organismes de la région. Est-ce que ça a eu des répercussions? Oui, tous les organismes vivent sensiblement la même réalité. Oui, puis la chose qu'on remarque de plus en plus, c'est l'itinérance. On en parle beaucoup, là, ça prend beaucoup de place. Avant, c'était un enjeu très ville.
Ouais. Donc, milieu urbain, on vivait de l'itinérance. Maintenant, c'est périurbain et même rural. Donc, on a des organismes dans Port-Neuf qui, soudainement, doivent s'adapter à une nouvelle réalité. Donc, c'est plus seulement donner un panier d'aliments à cuisiner. C'est de s'assurer que la personne qui n'a pas de maison, qui n'a pas accès à un four, un micro-ondes, ben, va avoir aussi des aliments qu'elle peut consommer de son côté. Elisabeth Fortin, coordonnatrice aux communications chez Moisson Québec, était avec nous pour parler de l'insécurité alimentaire en hausse dans la province. Madame Fortin, merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Au revoir. Bye. Et je pense qu'on va pouvoir mettre là, dans notre story Instagram un lien pour aller faire des dons, là, comme elle a dit, $1. 100%. 100%. 5 repas. Mathis, on a commencé l'émission et Oui. j'ai tout de suite senti que tu avais hâte à la relâche. Oh, que oui, enfin, c'est la semaine de relâche. Et on en avait besoin, cette semaine de relâche-là, non? Parce que Vraiment. ça fait même pas 3 mois que 2026 est commencé et je sens que tout le monde est vraiment à bout. François Legault qui quitte la CAQ, le fiasco de sa clique, les joueurs du Canadien, tout le monde en parle, encore un nouveau chef au PLQ, le troisième lien, les tramways, la guerre en Iran, les médailles d'argent au hockey, Punch le singe, moi qui se cogne l'orteil hier soir. Je vous le dis, là, il n'y a rien qui va en 2026. Ça va plus. Non, mais pour vrai, je sens que tout le monde est essoufflé et il s'est passé tellement de choses en si peu de temps que j'ai l'impression de manquer tout le reste. Je suis tellement en retard dans la voix que dans mon enregistreur, c'est encore Marc Dupré et Éric Lapointe les coachs. Mais il est encore là, Marc Dupré, non? Je pense pas, là. Ah, OK, lui, il a fini enfin, Je mon pense que Dieu. ça fait un bout qu'il est plus là, mais je sais pas, j'ai du Il était rattrapage temps. à faire. Mais ce que je sais, là, c'est que dans environ 1 mois, on va avoir une nouvelle personne à la tête de la CAQ et que ce soit Bernard Drinville ou plus probablement Christine Fréchette maintenant, là, je crois sincèrement qu'ils ont tous mérité une bonne semaine de relâche. Après tout, hein, c'est pas facile de convaincre son propre parti que c'est toi la bonne personne pour mal gérer le troisième lien et repousser les décisions importantes de la CAQ jusqu'aux prochaines élections en octobre. Et d'ailleurs, parlant des élections en octobre, Paul Saint-Pierre Plamondon aussi doit être dû pour une petite semaine de vacances. Là. Il est tellement intense, PSPP. Des fois, il me fait penser un peu au lapin d'Energizer, là, tu sais. Mais je Le me... petit lapin blanc, là, qui Ah oui, est mais- électrique, là. je me demande vraiment ce qu'il fait, lui, dans sa semaine de relâche. Selon moi, là, il passe une semaine dans son sous-sol, peu éclairé, en camisole blanche, à lancer des fléchettes sur une photo de Doug Ford là, avec un drapeau canadien. Bon, ok, donc peut-être que j'exagère un peu, là, c'est pas un vilain de film d'action non plus. Quoique je le verrais bien là, sur un genre de trône de fleurs de lys avec un petit chat blanc là, sur sa cuisse en train de flatter, là, dans son pays, le Québec. Mais peu importe où on se trouve dans le spectre politique, là, on peut s'entendre qu'on a tous besoin de vacances. Oh oui. La pauvre présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, elle doit être assez tannée de chicaner tous les députés qui s'engueulent tout le temps. Là. Vous savez ce qui ferait du bien à tout le monde? Un bon massage. Oh, mon Dieu, Alors, oui. je propose qu'ils fassent installer des chaises de massage à l'Assemblée nationale. Je le sais qu'il y a un genre de 7 à 11 milliards de dollars là, qui traînent depuis un bout. On semble pas vraiment l'utiliser, donc me semble que ce serait un bon investissement. Je suis sûr qu'il y aurait moins de chicanes. Par contre, ça deviendrait encore plus difficile de rester réveillé quand Éric Girard lit le budget, là, mais bon. Et si l'Assemblée nationale en veut pas, ça va me faire plaisir de ramener les chaises chez nous. Et sur ce, je souhaite à tout le monde une bonne semaine de relâche. Et aux parents, je vous envoie courage parce que souvent dans cette semaine, c'est vos enfants qui vous relâchent pas. Oh, c'est vrai, en plus. Hey, mais bonne idée, les chaises de massage à l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils vont le prendre en note pour vrai. Ils en ont vraiment besoin. Et s'ils en ont de plus, là, je pense que tout le monde aime ça, une petite chaise de massage. Il est maintenant 10h24. Au retour, on reçoit Mathieu Lelièvre, para-hockeyeur de Lévis, qui participera à ses premiers Jeux paralympiques à Milan-Cortina dès vendredi. À tout de suite. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présentée par Cogeco Média. On revient dans un instant.